Salut à tous et bienvenue chez Ptiblick. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisque je vais vous parler non pas d'un manga, non pas d'un jeu vidéo, mais d'un jeu de société. Bon ok, c'est un jeu de société basé sur un manga, le dénommé Dr Stone, la lumière des civilisations. Pour résumer très rapidement Dr Stone à ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga qui parle de science. On y suit les aventures de Senku, un garçon de notre époque qui est très studieux, qui adore la science. Dès les premiers chapitres, il va y avoir un événement mystérieux qui va transformer tout le monde en pierre. Et des années vont passer, des milliers d'années, jusqu'au jour où Senku se réveille dans un monde alors retourné à l'âge de pierre. Senku peut mettre à profit ses connaissances et ses compétences scientifiques pour sauver les autres humains toujours pétrifiés et ainsi reconstruire la civilisation. Il va tomber sur un village de personnes qui ne connaissent rien à la civilisation. Ce ne sont donc pas des personnes venant de son époque, ce qui est très étrange, mais si vous voulez en savoir plus, il faudra lire le manga pour regarder l'anime. Senku va s'intégrer à ce village et va en profiter pour leur apprendre toutes sortes de techniques, de technologies relatives à ce qu'il connaît déjà dans son époque. Et on retrouve un peu cette philosophie dans le jeu de société dont je vous parle aujourd'hui. Il est sorti en France en décembre 2024, soit très récemment, alors qu'il est sorti en 2020 au Japon. Quand ma sœur m'a parlé de ce jeu, j'étais très sceptique car j'avais peur que ce soit un jeu qui profite simplement et purement de la licence pour vendre et que ce soit pas un jeu très bon. Mais ensuite, j'ai vu que ce jeu a été créé par le créateur de Love Letter, un jeu de société assez connu et que j'aime bien. Le créateur s'appelle Seiji Kanai. C'est un argument qui a été pas mal mis en avant et à juste raison d'ailleurs, car ça légitimise le jeu. C'est vraiment un jeu de société à la base et qui s'avère avoir pour thème Dr Stone. Mais ce n'est pas juste un jeu avec plein de fanservice. Donc c'est quoi le principe du jeu ? Déjà, c'est un jeu en coop de 1 à 4 joueurs. On va jouer des personnages du royaume de la science, c'est-à-dire du village où Senku a trouvé refuge. On a 5 personnages différents, Ginro, Kinro, Chrome, Kohaku et Suika. Si on n'a pas d'amis de disponibles et qu'on joue tout seul, on va jouer 4 personnages. Si on est 2, on va jouer 2 personnages chacun, mais sinon, on joue chacun un seul personnage. Chaque personnage possède des points d'intelligence et des points de force, ainsi que des points d'action, et un pouvoir propre à chacun. On verra ce que la force et l'intel font, mais les points d'action définissent le nombre d'actions par tour que ce personnage pourra faire. Et bien entendu, ces caractéristiques reflètent la personnalité du personnage dans le manga. Par exemple, la petite Suika, elle n'a pas beaucoup de force, mais elle bouge un peu partout dans le manga, donc elle a beaucoup de points d'action, alors que Chrome possède une grande intelligence pour retranscrire son ingéniosité. Comme vous l'avez compris, Senku n'est pas jouable, mais il est présent en tant que PNJ et va nous aider dans notre quête avec les cartes Senku qui donnent des avantages et qui sont utilisables à tout moment. On peut décider de mettre plus ou moins de cartes Senku dans le jeu afin d'ajuster la difficulté de la partie. Et donc, comment se déroule la partie ? Eh bien, avec le personnage, on va pouvoir réaliser différentes actions, parmi lesquelles principalement récolter des ressources dans différents lieux, les ramener à la base et pouvoir concevoir des objets ou des matériaux jusqu'à fabriquer l'objet qui va permettre à la partie de se terminer. Et le tout dans une limite de manches donnée, sinon la partie est perdue. Chaque manche se termine lorsque tous les personnages ne peuvent plus effectuer d'action et chaque manche peut apporter son lot d'événements perturbateurs. Les points d'action sont représentés par des petits jetons à double face qu'on retourne une fois qu'on a utilisé le point d'action. Comme action, notre personnage peut se déplacer de lieu en lieu. Il peut aussi fouiller un lieu pour trouver des matériaux. Pour qu'une fouille soit réussie, il faut passer un test soit de force, soit d'intelligence, les 2 caractéristiques que nos personnages possèdent. Les valeurs qui sont indiquées sur la carte du personnage sont les valeurs de base auxquelles on va ajouter un lancer de dés et il faut que la somme fasse plus que le total indiqué sur la carte. On peut lancer des dés supplémentaires en payant des PA, mais on ne peut garder que les valeurs de 2 dés au maximum. Ensuite, on peut faire des échanges car chaque personnage a une limite d'objets qu'il peut porter. La limite est tout simplement la force du personnage, donc s'il a une force de 3, il ne peut avoir que 3 cartes sur lui. C'est pour ça que le concept d'échange entre les différents personnages est très important, car Suika par exemple peut aller loin, car elle a plus de PA que les autres personnages,
mais elle ne peut porter que 2 objets à la fois, donc elle peut un peu faire la navette jusqu'à amener les différents matériaux à la base. Une fois arrivé à la base, on peut déposer les matériaux et pouvoir construire et fabriquer des objets ou des matériaux. Il y a différents types de transformations possibles et les coûts en points d'action est toujours indiqué sur les cartes objets qu'on cherche à utiliser. Certaines demandent pas mal de points d'action, mais heureusement, il y a pas mal de cartes qui permettent de récupérer des points d'action. Et surtout, tous les personnages présents à la base peuvent payer le coût en points d'action. Donc vous l'aurez compris, le travail d'équipe et la communication sont essentiels pour réussir la mission. Il faut bien réfléchir à qui porte quoi, qui se charge de faire quoi, et en plus de tout ça, on est livré à nous-mêmes. Il n'y a pas d'indication sur quoi récolter en premier. En effet, on va récolter des matériaux en espérant qu'on tombe sur un matériau où il est indiqué une transformation possible vers un objet inconnu, donc on ne sait pas encore ce qu'on va obtenir avec ce matériau. Et de fil en aiguille, on va obtenir des objets de plus en plus importants jusqu'à obtenir celui qu'il nous faut pour terminer la partie. Ça fait que le jeu propose un bon petit challenge car on peut vite se retrouver à court de points d'action. Une fois les règles assimilées, le jeu se prend bien en main et on retrouve avec plaisir et réussite l'univers de Dr. Stone, que ce soit dans les personnages dont j'ai déjà parlé avec leurs caractéristiques bien choisies, mais aussi les objets, les matériaux et les lieux qu'on va retrouver. Même s'il manque des personnages importants, bon, on peut pas tous les avoir, mais pas de Kaseki, alias le crafter le plus stock du village. Il aurait pu avoir un pouvoir bien sympa avec la transformation et Kaseki. Il existe 2 extensions qui correspondent à 2 missions supplémentaires. Tant mieux car lorsqu'on a terminé une fois la mission et qu'on connaît bien ce qu'on doit faire, il n'y a plus vraiment de challenge. Donc les extensions rajoutent pas mal de durée de vie. Le seul personnage supplémentaire, c'est Gen, donc toujours pas de Kaseki, mais il est quand même présent dans le jeu. Les missions suivent un ordre chronologique qui retrace les événements du manga. Et il y a aussi un truc bizarre, c'est que les pouvoirs de Kinro et de Suika dépendent de la carte objet lentille qui n'est pas disponible dans le jeu de base. Donc concrètement, ils n'ont pas de pouvoir dans la première mission. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais après, il existe une boîte qui regroupe le jeu de base et les 2 histoires supplémentaires. Je ferai peut-être une vidéo sur les extensions une fois que je les aurai testées. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à la prochaine fois.